bonjour à toi et bienvenue dans ce deuxième épisode du rendez-vous économique. Donc, dans ce rendez-vous économique là, qu'est-ce qu'on va aborder? On va d'abord aborder l'anatomie du record du SP500. Donc on va regarder, on va aller un peu plus dans le détail de qu'est-ce qui a causé ce record au niveau du SP500. Ensuite, en deuxième partie, on va parler d'un petit sujet sympa par rapport à la potentielle évolution démographique de mondiale et ce qu'il pourrait avoir comme impact notamment en France. Et ensuite, en troisième partie, on va parler de la débâcle et de la situation un peu difficile du marché chinois. Donc on va commencer de suite par le premier sujet. Donc, comme tu as pu le remarquer un peu partout et même sur ton graphique, le SP500 est arrivé à un niveau record et continue de monter à des niveaux records. Mais du coup, comment on en est arrivé là, on va le voir et on va voir un petit peu les divergences qu'il y a eu par rapport au dernier record, les différences qu'il y a entre l'économie actuelle et l'économie lors des derniers plus hauts, et on va essayer d'expliquer au mieux comment ça se fait que malgré toutes les différences qu'il y a entre l'économie du précédent record et ce record-là, comment le SP500 fait pour monter. Donc, vendredi, c'est terminé avec le SP500, l'indice le plus suivi au monde. Donc déjà, ça représente plus de la moitié de la valeur totale des marchés boursiers au monde. Euh, voilà. Les taux d'intérêt sont bien plus élevés qu'au moment où ce dernier sommet a été atteint. Donc là, on entame les différences qu'il y a entre les dernières fois où le record a été atteint. Donc les taux d'intérêt actuels sont beaucoup plus élevés. L'inflation est bien au-dessus, ok, de l'objectif que par rapport à la dernière fois. Les sondages montrent que la population américaine pense que l'économie est dans une situation désastreuse. Le marché obligataire prédit une récession presque inévitable. Alors comment les actions peuvent-ils établir un record? Donc c'est ce qu'on va voir de suite. Euh, on va rentrer un peu plus en détail, voir quelles actions, quel secteur pousse le marché vers le haut. Est-ce que ça aura tendance à durer dans le temps, ou est-ce que selon moi il va y avoir un gros retracement? Euh, donc voilà, on va voir ça de suite. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on voit que on a différents graphiques du SP500 avec des formes différentes. Donc ici, on a le SP500 classique. Ici, on a le SP500 avec toutes les 500 entreprises qui sont dans le SP500. Ils reçoivent la même pondération, on les a mis au même niveau, à la même capitalisation. Ici, on a le SP500 en enlevant les Magnificent 7. Les Magnificent 7, c'est quoi? C'est les actions, les 7 plus grandes entreprises technologiques du SP500. Ici, on a juste le graphique des Magnificent 7. Ici, le SML Index, on appelle ça le SP600. C'est en gros les 500, c'est le SP500 et on rajoute 100 petites entreprises. Ici, on a le SP500 qui est relatif au coût au CPI, donc au indice de prix à la consommation. Ici, on a le SP500 avec tout ce qui est en relation avec le gold. Ici, en relation avec le trésor, enfin, tout ce qui est trésorerie. Et ici, on appelle ça le rest of the world. Donc, c'est tout ce qui n'est pas enfin, tout ce qu'on n'a pas, tout ce qu'on n'a pas abordé dans les précédents graphiques. Ok. Donc, ça, c'est une chose. Donc, le récent rallye a été mené par les actions des plateformes technologiques dites Magnificent 7, donc c'est ce que je t'expliquais là, suscitant des inquiétudes quant au caractère trop étroit et concentré du marché. Donc, tu peux te référer à la vidéo que j'ai sortie sur ma plateforme de formation concernant la concentration des investissements dans le secteur technologique, donc qui traduit un déséquilibre et un réel danger. Donc si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à aller regarder la vidéo. Mais ces préoccupations sont exagérées. La version équipondérée du SP500, donc ici, est en effet en retard par rapport à la version pondérée en fonction de la capitalisation, mais pas beaucoup. Donc ici, ok, de la version non pondérée, pardon. Euh, donc on voit que la version équipondérée, donc toutes les entreprises valent la même chose, on voit que est un peu moins élevée. Est un peu moins élevé, il y a un retard, ok, en ayant les pondérations actuelles, enfin classiques, mais il n'y a pas un retard qui est vraiment gigantesque, d'accord? Même si l'exclusion des Magnificent 7 maintient le SP 500 hors de son record, celui-ci reste très serré. Donc en fait, tu vois que le record là, c'est une fois qu'on a dépassé les 100, ici c'est le plus haut, c'est 100, ok? Ici, quand on enlève donc le SP500 en enlevant les 7 magnifiques, enfin les Magnificent 7, donc les 7 plus grandes entreprises technologiques, on voit que on reste en dessous de record, mais pas de beaucoup. Ok, on voit qu'on est quand même sur des biens plus hauts.
on n'est pas au niveau du record, ok, mais, on reste quand même pas loin. Donc forcément, le dernier rallye haussier qui a poussé le SP500 jusqu'à son record, c'est grâce aux entreprises de la technologie, enfin aux entreprises technologiques et avec l'essor de l'intelligence artificielle, etc., etc., notamment Nvidia, mais on le verra tout à l'heure. Mais on voit quand même que même si on enlève ces entreprises technologiques-là, on reste quand même sur un SP500 qui est très élevé et qui est quasiment au point de son record. Donc en fait, ce qu'on va se demander dans les prochaines slides, c'est à quoi c'est dû, d'accord? Parce qu'on entend partout que c'est grâce aux entreprises technologiques, etc. Mais pas seulement. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit un document qui te montre les 10 plus grands retardataires, j'ai appelé ça. Donc c'est vraiment les entreprises, les 10 plus grandes entreprises qui ont fait perdre le plus de points au SP500. Ok, donc là en bleu, tu as le nombre de points qu'a enlevé les différentes entreprises depuis le 1er mars 2022. Ok, et ici, donc c'est en bleu. Et ici en noir, tu as quoi? Tu as le pourcentage que pèse cette entreprise dans le SP500. Ok. Donc du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'entreprise qui a soustrait le plus de points depuis le dernier sommet, c'est Tesla, ok, qui fait partie des 7 magnifiques, ok, donc c'est une entreprise technologique. Et Amazon figure également dans la liste, qui fait partie aussi des 7 magnifiques. Donc voilà, j'ai pas mis la liste des 7 magnifiques dans ce diapo, dans cette vidéo, mais je vais te le dire de suite, tu peux te le noter si tu veux. Donc dans les 7 magnifiques, il y a quoi? Il y a Microsoft, Nvidia, Tesla, Meta, donc l'ancien Facebook, Apple, Alphabet et Amazon. Ok, donc Alphabet qui est une sous, c'est appartenu par Google. Ok, on fera une vidéo dessus si ça t'intéresse. On pourrait présenter Alphabet plus dans les détails, mais là c'est pas le sujet. Voilà, du coup là, ça c'est les 7 magnifiques. Ok, et donc du coup on voit que sur ces 7 magnifiques, il y en a deux qui figurent parmi les plus ceux qui ont fait perdre le plus de points euh, au SP500. Ok, donc ça montre que voilà le gros rallye haussier qu'on voit depuis le début, tout le monde dit oui c'est grâce aux 7 magnifiques, etc. Ben, pas que, parce que déjà sur ces 7 magnifiques, t'en as deux qui font perdre plus de points que ce qu'ils en ont fait gagner depuis mars 2022. Ok, donc ça c'est une chose. Donc ici, qu'est-ce que tu vois? Donc tu as donc l'inverse de la slide d'avant, c'est les 10 leaders. Les 10 leaders, donc les 10 entreprises qui ont fait gagner le plus de points au SP500 depuis bah, la même valeur, enfin la même date, ok, le 3 mars, le 1er mars pardon 2022. Donc toujours avec la même légende, hein. En bleu les points qu'on fait gagner au SP500 chaque entreprise et en noir leur pondération, donc leur poids dans l'entreprise. Ok, donc rares sont ceux qui sont surpris par le plus grand leader, donc c'est Nvidia hein, qui a le plus bénéficié de l'essor de l'intelligence artificielle, d'accord, parce qu'ils fabriquent, c'est des fabricants ils fabriquent notamment des puces qui alimentent l'intelligence artificielle. Donc si on enlève Nvidia du SP500, le SP500 serait pas à son record, ok, il serait quasiment au record, un peu en dessous, mais il serait pas au record, ok. Donc on voit que bah, c'est notamment grâce à Nvidia que le SP500 est à son record aujourd'hui. Mais la liste des sociétés qui ont le plus contribué à la hausse du S&P depuis son dernier sommet comprend également ExxonMobil. Donc ExxonMobil c'est quoi? C'est une société pétrolière américaine et gazière également. C'est l'une des plus grandes au monde. Ok. Et il y a aussi l'entreprise, donc le fonds d'investissement de Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Et donc du coup ça montre qu'il n'y a pas que il n'y a pas que les entreprises euh, des technologies qui ont contribué à la hausse, d'accord. Il y a également donc c'est des sociétés qu'on dit de la vieille économie, d'accord, qui existent depuis longtemps et bien avant tout ce qui est les entreprises, enfin bien avant l'essor de l'intelligence artificielle, l'économie, enfin la technologie, etc. Donc on appelle ça la vieille économie. Et par contre, on peut voir que dans ces 10 leaders, il y a quand même Nvidia qui fait partie des Magnificent Seven, il y a Microsoft également, il y a Apple, et on voit Meta. Ok, donc on en a une, 2, 3, 4. 4 sur 7, et on en a 2 sur 7. Alors j'en oublie pas, une, 2, 3, 4, non c'est bon. Et on en a 2 sur 7 qui font chuter le SP500. Ok, donc comme on a vu ici, si on enlève le SP500, pardon, si on enlève les Magnificent Seven, on n'est pas au record, mais on voit quand même qu'il y a un gros rallye haussier. D'accord, on voit un très très gros rallye haussier ici. Donc là en fait c'est le graphique du SP500 sans les 7 magnifiques, donc sans les entreprises que je t'ai citées, mais on voit que bah,
grâce au set magnifique, on est au-dessus du record, mais on voit que si on les enlève, on n'est pas au record, mais on a quand même ce gros rallye haussier. Ok, donc on va voir à quoi c'est dû. Ok, euh, quels sont les secteurs qui ont permis cette explosion? Parce que là, tu vois, ces graphiques-là, ça te prouve qu'il n'y a pas que la technologie. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, la montée, c'est que la technologie. Non, on va voir que, tu vois, même si on enlève la technologie, on est quand même très très élevé ici. On est très très bullish. Donc on va voir ça de suite. Le secteur qui a été le plus performant a été celui de l'énergie avec un gain de 40% en moyenne. Donc ça te montre qu'il n'y a, pas eu que la technologie, hein, d'accord? Parce que si on enlève, comme je t'ai montré tout à l'heure, si on enlève tout ce qui est technologique, ben, on reste quand même énormément haussier, d'accord? Donc on a Chevron qui a pris 24% depuis janvier 2022, ExxonMobil qui a pris 62%, 52% pour ConocoPhillips, Schlumberger, je sais pas si je le dis bien, Schlumberger 72%, EOG Resources 27%. Donc là je vais te montrer les différents graphiques, hein, d'accord? Donc tu pourrais avoir, t'aurais ça en termes de graphique. Donc là c'est Chevron, donc là où il y a la flèche verte, c'est là où tu as c'est là où tu as janvier 2022, ok, donc tu vois que ça a été très 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 haussier. Ici, tac, ici tu as ExxonMobil, donc d'ailleurs il y a un beau potentiel d'investissement sur ExxonMobil qui a eu lieu là, il n'y a pas très très longtemps, il me semble il y a 2 3 semaines. Donc c'était intéressant, ça reste intéressant, hein, selon moi. Après, attention, encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, hein. Il faut se renseigner avant d'investir, faut pas écouter ce qu'on vous dit à la lettre, etc. Moi, c'est intéressant pour moi, mais bon, après, faites vos propres recherches. Ici, on a ConocoPhillips, ici Schlumberger et ici EOG Resources. Donc, vous voyez que tous les graphiques, voilà, se ressemblent, hein, mais c'est normal parce qu'ils sont dans le même secteur, d'accord, qui est enfin, l'énergie, pardon, pas la technologie, l'énergie, ok. Donc ça montre que il n'y a pas eu que le secteur de l'énergie, que le secteur de la technologie, il y a aussi le secteur de l'énergie. Ça a été le secteur qui a gagné le plus, qui a été le plus performant en moyenne sur ce rallye-là. Donc du coup, comme on l'a vu précédemment, les entreprises technologiques ont contribué au fait que le SP500 a atteint son record, mais il n'y avait pas que ça, d'accord? Il n'y avait pas que la technologie, hein. Heureusement que le monde ne se repose pas sur l'épaule de la technologie, d'accord? C'est une grande partie, d'accord? Mais il n'y a pas que ça. On l'a vu que voilà, on avait également du coup le secteur de l'énergie qui a bien poussé le SP500, d'accord? Là, on a un petit document qui peut nous servir pour prédire, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme-là, on ne fait pas des prédictions, mais on essaye d'analyser si est-ce que ce rallye haussier va continuer ou est-ce que, bon, moi je vais vous le dire, hein, moi je pense que ça va pas être le cas, on va avoir une grosse chute et on va avoir un gros retracement, d'accord. Mais parce qu'en fait en finance, on se sert beaucoup de ce qui s'est passé historiquement, dans le passé, pour prédire, pour évaluer ce qui va se passer euh, dans le futur, ok? Parce que l'histoire, la finance se répète perpétuellement, d'accord? Ça c'est pas nouveau. À chaque fois, voilà, quand il y a avant une récession, bah, il y a une crise, que ce soit bancaire, que ce soit une guerre, que ce soit voilà, à chaque fois ça se répète. Donc du coup, on se sert beaucoup de ce qui s'est passé historiquement parlant pour prédire ce qui va se passer dans le futur, ok? Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, on appelle ça, voilà, entre les années 2000-2001, il y a eu l'ère du dot-com, d'accord? Donc c'est la bulle d'Internet, ok? Euh, à ce moment-là, le SP500 était quasiment à son plus haut, d'accord? Il était sur le point d'atteindre son plus haut. Il était au plus haut, hein, quasiment, hein, ok? Tu le vois ici, c'était le high des années 2000 et tu vois qu'on est venu toucher ce point-là. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On a eu une grosse chute, ok? Une grosse chute et on a pris à peu près, ouais, 7 ans avant de retrouver les points les plus hauts, ok? Donc on a eu une grosse chute qui ont suivi, d'accord? Et ensuite on a eu, euh, voilà, depuis voilà, vers 2003 on a eu une augmentation, d'accord? Donc là forcément le SP500 est voué à être bullish, d'accord? On n'aura jamais un SP500 bearish sur les marchés, d'accord? Mais donc du coup là voilà, le SP500 a repris de la valeur, tout ça, et dès qu'on est arrivé, voilà, on a dépassé, donc c'était le record, hein, c'était en 2007, en octobre 2007, tu le vois là. On a dépassé ce record-là, ok, donc des années 2000. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Donc on voit que là, il y a un ralentissement, d'accord, on va pas bien plus haut, et on voit qu'on chute, ok, on chute, et voilà, il y a eu
voilà, les faillites, voilà, la crise en 2008, la faillite bancaire, comme tu connais, hein, la crise de 2008, c'est très très connu. Et à ce moment-là, bah, tout le monde pensait que c'était un marché haussier qui allait durer, d'accord? Et bah, on a vu que bah, l'histoire se répète. Ok, ici, on a touché les plus hauts, on vient chuter. Ici, on a dépassé les plus hauts et on vient chuter. Ok, et ça intervient quand? Ça intervient un peu avant la crise de 2008. Ok, et là, actuellement, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? On est dans une période d'inflation, donc il va y avoir potentiellement une récession. Voilà, il y a des tensions géopolitiques partout. Voilà, il y a, voilà, il y a le souci entre la Chine et Taïwan. On a le souci entre les États-Unis et les Houthis qui eux sont soutenus par l'Iran. On a l'Ukraine et la Russie. Voilà, on a des tensions géopolitiques partout, ok, et voilà, même Donald Trump a dit que voilà, on s'approchait potentiellement d'une troisième guerre mondiale. Donc bon, moi j'y crois pas trop, hein. Troisième guerre mondiale, c'est quand même très très gros comme mot, ok, comme terme, mais je crois que ça va partir un peu dans tous les sens et qu'il va y avoir des gros conflits qui vont exploser, parce que du coup, bah, c'est ça, ça. Tout est en corrélation, hein, d'accord, on vient d'atteindre des plus hauts sur l'SP 500, on voit que ben, voilà, on est dans une période d'inflation et que du coup, il va falloir s'attendre prochainement, donc voilà, je sais pas si c'est dans 6 mois, un an, je sais pas, mais il va y avoir une récession. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une récession? Il y a toujours une crise. Ok, comme je t'ai dit tout à l'heure, soit militaire, soit bancaire, soit immobilière, soit voilà, il y a toujours une crise, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et donc du coup, en fait, il y a tout qui est le timing est trop parfait en fait pour que toutes ces tensions géopolitiques qu'il y a aux alentours ne mènent à rien. Ok. Pour moi, il va se passer des trucs assez tristes et regrettables, mais tous les timings sont parfaits, d'accord. Et du coup, là, bah, pareil, hein, on a atteint les plus hauts, donc là, sur le SP 500, et le timing est bon pour venir faire des chutes comme il y a eu à chaque fois historiquement. Et donc, maintenant qu'on a vu euh, un peu fondamentalement qu'est-ce qui a poussé le SP 500, qu'est-ce qui pourrait faire que le SP 500 ne continue pas son rallye haussier, donc on l'a vu hein, historiquement, dès qu'on touche des points les plus hauts, il y a une grosse chute qui s'ensuit, etc. etc. Notamment voilà, avec des biais fondamentaux qui pourrait y avoir aujourd'hui, d'accord? C'est pas comme si aujourd'hui on était dans le monde des bisounours et qu'il y avait rien de dangereux, au contraire, d'accord? On a des tensions qui augmentent et on est comme par hasard au plus haut. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, maintenant qu'on a expliqué le rallye haussier, d'où vient le record, donc si on fait un peu une conclusion, le record vient donc de l'entreprise, grandement de l'entreprise Nvidia, ok. Si on enlève Nvidia, on n'est pas au record. Les entreprises technologiques ont bien poussé pour dépasser le record, mais il n'y a pas que ça, parce que comme on l'a vu, si on enlève les 7 magnifiques, donc les 7 plus grandes entreprises technologiques, on a quand même un fort rallye haussier. On a vu du coup que ça c'était dû au secteur de l'énergie qui a gagné en moyenne 40%. Donc il y a des grosses entreprises, hein, d'accord, qui pèsent quand même assez dans l'SP 500. On a vu que il y avait de chances en plus, enfin voilà, selon moi, j'ai pas la science exacte, hein, mais selon moi ça va pas durer, d'accord. On a vu qu'il y avait de grandes chances d'avoir une baisse dans les prochains mois, ok, qui devrait durer assez pas mal, enfin, je dirais ouais, quelques mois, voire même quelques années. On va pas aller chercher des bien plus bas, hein, d'accord, mais voilà, il va y avoir un retracement, ça c'est pour moi c'est quasiment sûr. Donc historiquement parlant, je vous les ai expliqué pourquoi. Et maintenant on va voir graphiquement qu'est-ce qu'on pourrait voir, parce que c'est bien le fondamental, d'accord, mais maintenant graphiquement qu'est-ce qu'on a sur les graphiques qui pourrait, donc là sur le SP 500, qui pourrait amener à une baisse, ok. Donc là, on voit que graphiquement, on a une potentielle distribution qui est en cours. Ok, donc là, on a un ralentissement, on a une création de liquidité à ce niveau-ci. Donc tu vois que on a des points qui tapent au même endroit. Ok, et on voit qu'on a une liquidation. Ok, donc là, quand toutes les personnes, quand le SP 500 est venu taper, euh, ce point-là, il y en a beaucoup qui voient, je sais plus comment ils appellent ça, support ou résistance, et qui sont placés à la baisse, d'accord. Et au final, bah, on est venu liquider tout le monde. Et donc du coup, là, moi, je m'attends personnellement à, avant de pouvoir potentiellement rentrer sur le SP 500, d'une part, j'attends un BOS qui se situerait à ce niveau-ci. Et d'une autre part, j'attendrai une distribution fractale, d'accord. Donc en fait, on va zoomer dans la partie haute ici, ok, dans la partie haute qui signifie, enfin, de la liquidation, et on va voir s'il y a une nouvelle distribution qui prend place. Si elle prend place, ça augmente les probabilités que ici, la liquidation soit terminée, qu'on vienne au moins faire un BOS pour valider la Q, enfin la distribution, ok.
Donc ça c'est très intéressant, ça montre que fondamentalement on a toutes les raisons de... Voilà, on a tout expliqué, on a toutes les raisons de penser que ça va pas durer, etc. etc. Et en plus, on voit graphiquement que ça se tient, hein, d'accord? Graphiquement, on voit, hein, on a un setup pour venir faire des plus bas. Donc, si jamais tu sais pas trop ce que c'est qu'une accu distribution, enfin une accumulation, une distribution, tout ça, chut, il faut se référer à la section 3 de la formation, d'accord, de l'école en ligne. Euh, tu comprendras pourquoi, du coup, ben, ça équivaut à. Enfin, ça augmente les probabilités de venir faire des plus bas, donc de valider notre scénario baissier pour les prochains mois. Ok? Et si on zoome, d'accord, donc là, si on zoome, donc là-dedans, ok, là-dedans, on se situe dans cette bougie noire là-haut, ok, enfin dans les trois dernières bougies, d'accord. Et donc là, graphiquement, qu'est-ce qu'il y a? On a une distribution fractale qui est potentiellement en cours, donc ce qui augmenterait les probabilités, encore une fois, de voir une réaction baissière, ok. Donc tu vois que ici, on a une création de liquidité, donc ça équivaut à cette création de liquidité là. Et là, tout ici, ok, on est sur la pointe, ok. Et qu'est-ce que tu vois ici? On crée de la liquidité, ok. On a un ralentissement, ok. Donc ici, on a le prix qui bute plusieurs fois sur le même point. On vient chercher la liquidité. Ok, donc là pareil, même principe, hein. Les personnes se placent, voient un support, etc. Ils se placent en vente. On vient chercher, quand tu te fais sortir, d'accord, que tu es en vente, donc ils sont placés en vente, tu dois racheter le marché. Ok, donc là il y a énormément de personnes qui ont acheté le marché en même temps. Et ils l'ont acheté à qui? Ils l'ont acheté au Composite Man qui, lui a pu vendre et injecter énormément d'ordres vendeurs sur le carnet d'ordre et pour faire baisser le prix. Ok, et donc du coup, là, potentiellement, si on a un BOS qui est créé à ce niveau-ci, ça pourrait valider notre distribution fractale et donc avoir de fortes chances de valider notre distribution plus haut time frame en daily ici pour valider notre scénario baissier qu'on a vu juste avant. Ok, donc c'est ça, toujours le travail de quelqu'un dans la finance, c'est toujours de se renseigner sur l'économie et de faire des liens avec la technique, d'accord? On ne regarde pas juste l'économie, d'accord? Parce que sans ça, tu n'auras jamais le bon timing d'entrée. Tu ne regardes pas que la technique, ok? Parce que il faut toujours la fondamentale aura toujours raison, d'accord? Parce que tu traites pas, tu fais pas joujou avec des bougies hein, quand tu fais du trading. Tu traites quelque chose, tu traites tu traites une situation économique, ok? De l'instrument que tu trades, d'accord? Donc là, en l'occurrence, on trade le SP500, donc on trade la fondamentale la situation économique du SP500, ok? Donc plus globalement, l'économie américaine, ok? Donc du coup, il faut toujours lier les deux. Ok, donc là tu l'as vu, on a lié la fondamentale avec la technique. Et logiquement, si tout se passe bien, on devrait valider cette distribution et venir faire des plus bas. Ok, donc ça c'est une chose. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, on a un screen de ce que font les institutions. Donc là, on appelle ça le rapport Cote. Donc si tu veux, je ferai une vidéo plus dédiée, plus en détail sur ce sujet-là. Ok, sinon, je t'invite à regarder dans ma formation, il y a un replay d'un appel groupé qu'on a fait avec les élèves où on a parlé du rapport Cote. Donc, je t'invite à aller le regarder. Ça pourra peut-être t'aider à comprendre ce document-là. Mais ici, en gros, on voit ce que font les institutions semaine après semaine sur le SP500. Ok, donc là, on est sur le rapport Cote du SP500. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit ici donc tout ce qui est les barres vertes, c'est les positions acheteuse du Composite Man, donc de la Smart Money. Et tout ce qui est en vert, pas le clair ici, hein, tout ce qui est en vert un peu plus foncé là, tout ce que tu vois au milieu, ok, ça les grosses barres vertes ici, on s'en fiche, hein, c'est tout ce qui est spreading position, on s'en fiche, on regarde pas. Nous ce qui nous intéresse c'est les barres vertes ici que tu vois en surbrillance et les barres au milieu un peu moins en surbrillance, d'accord? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois que depuis le milieu fin d'année, d'accord, de 2023, on voit que ici les barres vertes ont atteint, donc c'est les positions longues, ok, ont atteint un pic et on voit qu'on a tendance à chuter, ok. Donc ça montre que le Composite Man, donc les plus grosses entreprises qui font bouger les marchés, etc., etc. Ça tu l'auras compris. Sinon je t'invite à regarder la vidéo comment bougent réellement les marchés et tu verras de quoi je parle quand je parle du terme Composite Man. Mais tu vois que le Composite Man, en gros là, petit à petit, semaine après semaine, donc ça c'est un rapport qui sort toutes les semaines. Ouais, je vais pas t'expliquer ce que c'est le rapport code, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais semaine après semaine, il clôture des positions acheteuses. Et tu vois qu'ici on a tendance à, bon, on stagne un petit peu, mais on a tendance à augmenter, d'accord? Enfin, le dernier rapport code qui est sorti, on a des positions short qui sont au-dessus de quand on était en fin d'année 2023. Ok, donc là on voit que ça stagne. Ça, avec une petite tendance à augmenter, ok. Mais là par contre, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la clôture des positions short, des positions longues, ok. Donc on voit que ici, voilà, pendant toute depuis ouais, novembre jusqu'à fin d'année, on a augmenté, ok. Donc là, ça équivaut au dernier rallye haussier que tu vois ici, ok. Tout ici, on a augmenté. Et là, on voit que là, le marché se met à manipuler, d'accord,
Donc voilà, là tu le vois très bien. Tu vois, novembre, 31 octobre 2023, on voit que jusqu'au voilà, fin d'année, jusqu'au 19 à peu près décembre 2023, on a augmenté les positions longues, ok, et on a stagné globalement les positions short, ok. Et qu'est-ce que ça a donné? Tu vois, novembre, on est ici, ok, et on voit que ça a donné tout ce mouvement aussi là, ok. Donc ça te montre que ça, tu vois, les positions qui sont accumulées en achat, ça donne des augmentations sur le graphique, ok. Ça reflète toujours ce que fait le graphique, ok. Et par contre, tu vois que depuis voilà, le 19, depuis fin d'année 2023, on voit on a un ralentissement. Ok, donc fin d'année 2023, ça correspond à peu près à ici. Ok, à ici. Voilà, fin d'année 2023, ouais, on est à peu près ici. Et tu vois que là, on ralentit. Ok, et à quoi est dû ce ralentissement? Donc un ralentissement, ça ramène toujours, donc c'est soit une accu, soit une distribution, donc soit ça mène à des plus bas, ensuite soit à des plus hauts. Et bien là, ce que nous donne le rapport cote, c'est que ben, pendant tout ce ralentissement-là, ok, on est en train de clôturer des positions longues, ok, donc on est en train de fermer des positions acheteuses. Donc du coup, c'est bizarre. S'il voudrait faire des plus hauts, pourquoi le compositman clôturerait ses positions acheteuses? Il les laisserait en cours, ces positions acheteuses, parce que s'il compte faire monter le marché, il veut avoir le plus de positions acheteuses dans, dans son, dans ses ordres pour pouvoir gagner le plus d'argent, hein. Globalement, c'est ça, on veut tous gagner de l'argent. Mais là, on voit que c'est pas le cas. On voit que depuis le ralentissement, on est en train de chuter en termes de position longue. Ok. Donc du coup, ça montre que les institutions sont en train de vendre, enfin de vendre, oui, parce que quand tu as une position acheteuse et que tu veux la clôturer, il faut la vendre. Ça montre que le composite man, les institutions vendent de plus en plus la position sur le SP500. Donc potentiellement, comme tu sais que c'est les plus grosses institutions qui font bouger les marchés, tu sais que ben, s'ils clôturent la position longue, ça montre que il y aurait une réelle volonté de venir pousser le SP500 à faire des plus bas. Donc là, en fait, ça renforce encore plus notre scénario fondamental baissier, comme quoi on touche les highs et on chute, notre voilà, notre scénario technique, etc., etc. Tu vois, là, on est vraiment dans ce que fait, dans ce que partagent semaine après semaine les positions enfin, les institutions qui partagent leurs positions. Ok. Donc ça c'est très important de savoir interpréter ces genres de documents-là. Ça rajoute toujours une confluence en plus, d'accord? Donc attention, il ne faut pas regarder que ça. Mais ça, tu vois, ça vient en dernier. Moi je regarde toujours ça en dernier pour voir si ça valide ou non mon scénario. Et là tu vois que ça le valide totalement. Donc voilà, pour moi l'SP500 devrait faire des plus bas dans les prochains mois sur le moyen terme. Et donc tout ce que je t'ai présenté me, me donne raison. Voilà, voilà. Donc, maintenant, je vais te parler d'un petit sujet. Bon, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, sinon n'hésite pas à la regarder en plusieurs fois, etc. Mais du coup, je vais passer ce sujet assez rapidement, c'est intéressant à voir. C'est l'impact démographique que pourrait avoir sur l'économie, que ça pourrait avoir sur l'économie. Donc qu'est-ce que la démographie? La démographie, c'est l'analyse de la population, en fait, de la vie de la population. Donc les taux de naissance, les taux de décès, les âges moyens de décès, les âges moyens que les parents ont pour faire des enfants, etc., etc. Tout ce qui est relatif à la population, d'accord? Euh, Ça, la démographie, donc ça n'évolue que très lentement, d'accord? C'est pas en claquant des doigts que d'une année à l'autre, tu vas avoir eu un taux de natalité qui va tripler ou quadrupler, d'accord? Ça se fait avec le temps, ok? Mais là, qu'est-ce que tu vois? C'est que depuis la pandémie du Covid-19, il y a eu une baisse, il y a eu une crainte d'une baisse encore plus rapide des taux de natalité, d'accord? Et ça, c'est des chiffres publiés en 2023 qui commencent à suggérer que les craintes qu'il y a eu d'après pandémie étaient réelles, d'accord? Ici, en fait, tu as plusieurs pays, d'accord? Les pays principaux, on va dire, qui, en termes de pourcentage de taux de natalité, d'accord? Euh, donc ici tu vois que à part les Philippines, la Thaïlande, la Malaisie et la Norvège, qui voilà, où ça n'a pas forcément trop changé, on voit que tous les autres pays, ok, ont une baisse de la natalité, d'accord? Voilà, on a l'Irlande, le max c'est moins 10%, d'accord, en Irlande, et puis sinon tu vois que globalement, nous, la France, on est où? La France, on est là, on est à ouais, moins 7%, moins 6,5%, ok? Donc voilà, on voit que globalement, mis à part trois pays ici, et la Norvège où ça change pas grandement, on a une taux de natalité qui chute, hein, qui chute globalement. Là c'est criant, hein, d'accord? Il y a pas juste un pays ou quoi, c'est vraiment, on a une grosse tendance, d'accord? Là, on va voir à quoi est due cette tendance baissière du taux de natalité depuis plusieurs années.
L'incertitude donc c'est depuis la pandémie et ça a bousculé les priorités des couples, d'accord? L'incertitude a sans doute poussé de nombreux jeunes couples à attendre plus longtemps avant d'avoir des enfants, ok? Il est possible qu'il s'agisse d'un autre problème induit par Covid qui se corrigera avec le temps. Donc ça, c'est un problème qui dure pas. Voilà, c'est juste que pendant le Covid, ben, il y avait une incertitude sur l'avenir qui poussait. Du coup, c'était pas le meilleur moment du monde pour avoir des enfants, d'accord. Mais ça, en gros, c'est quelque chose qui devrait être corrigé avec le temps, d'accord. Le Covid, ça a pas duré des décennies, d'accord. Euh, donc c'est un problème qui devrait être corrigé, d'accord. Par contre, on voit qu'il y a d'autres, donc on va voir ces documents après, il y a d'autres choses qui font que potentiellement le taux de natalité pourrait baisser dans les prochaines années. Euh, il y a toutefois des raisons de s'attendre à un déclin structurel pendant un certain temps. Euh, Si les couples dans la trentaine n'ont plus les moyens d'acheter une maison et si les frais de scolarité s'annoncent prohibitifs à l'avenir, il est tout à fait rationnel de retarder la fondation d'une famille. Donc ça c'est par rapport à la hausse du coût de la vie, hein, de manière générale, avec l'inflation, tout ça, la vie devient de plus en plus chère. Donc ça c'est une des raisons, ok. Euh, donc si les personnes peuvent, enfin si le prix le prix d'une maison vaut plus cher, les frais de scolarité coûtent de plus en plus cher, etc., etc. Ça pousse, ça réduit en gros les jeunes couples à avoir des enfants, d'accord? Parce que quand tu es jeune, quand tu viens de rentrer dans la vie, quand tu es entre 20 et 25 ans, 30 ans, c'est pas là où tu as généralement le plus d'argent, hein, en moyenne. Et donc du coup, ça montre que plus les jeunes couples vont réfléchir à deux fois avant de vouloir fonder une famille, d'accord? Donc si les gens attendent plus longtemps, le taux de natalité global diminuera. Donc ça c'est une chose. Et ça ne fait qu'exacerber une tendance à fonder une famille tardivement qui a commencé avec l'entrée massive des femmes sur le marché du travail. Donc là, ça c'est une autre chose à prendre en compte, c'est que on voit ici, c'est le graphique du taux de participation dans le marché du travail euh, des femmes globalement depuis les années 50, d'accord. On a eu un taux de participation dans les années 50 qui était de 30%, d'accord, qui était quasi nul. Bon, ça c'était la vieille époque, d'accord. Et on voit que là, voilà, pour les mêmes données en 2020, enfin en 2024, ok, ça date de quand, je sais pas, il me semble, ouais, c'est 2023, c'est assez récent, 2023-2024. On voit que on a un taux de participation qui approche les 80%, d'accord. Donc, si les femmes sont de plus en plus présentes sur le marché du travail, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que avant, les femmes restaient à la maison, ok. La plupart, hein. Là c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment les statistiques, d'accord. Moi je ne fais que commenter les statistiques et essayer de faire des interprétations des statistiques. Les statistiques sont là, hein. Là c'est un fait. Dans les années 50 ou même avant, voilà, un petit peu avant les années 50, il n'y avait que 30% enfin, il y avait la majorité des femmes qui étaient au travail et qui étaient à la maison qui pouvaient s'occuper des enfants. Donc tu vois, ça faisait moins peur aux couples de faire des enfants étant donné que les femmes, elles devaient s'occuper du foyer, elles pouvaient s'occuper des enfants, etc. Maintenant, 80%, on voit que les femmes enfin, sont quasi à 100% présentes sur le marché du travail. Euh, et donc du coup, ça fait quoi? Ça fait que un couple qui veut faire des enfants, le fait de devoir payer une nounou, etc., parce que la femme travaille, ça fait peur, d'accord, ça coûte plus cher. Et là, on refait un lien vers la hausse des coûts de la vie, d'accord. Les maisons coûtent de plus en plus cher, les frais de scolarité aussi, enfin voilà, l'inflation d'année en année augmente, etc. Euh, donc, de faire garder des enfants ou de faire des enfants, ça devient de plus en plus euh, incertain qu'à l'époque où la majorité des femmes étaient à la maison. Ça, tu le comprends bien, ok? Donc voilà, ça c'est une chose. Et ensuite, là, tu as le taux des bébés qui naissent avec une mère âgée de plus de 35 ans, ok? Donc avant, donc là, ça va te montrer que vraiment les personnes font des enfants de plus en plus tard, et forcément, si les personnes font des enfants de plus en plus tard, ça baisse le taux de natalité, hein, c'est mathématique. Euh, et donc du coup, tu vois qu'avant, les bébés qui naissaient avec des mères au-delà, qui avaient au-dessus de 35 ans, étaient voilà, dans les années 70, on était entre 5 et 10%, je dirais 7-8%, ok? Et maintenant, on est à 25%, ok, globalement. Donc là, sur cette graphique-là, tu vois que tu as pratiquement un quart des bébés qui naissent qui ont une mère à plus de 35 ans, ok, qui a plus de 35 ans, ok. Donc ça te montre réellement une tendance à faire des enfants plus tard, ok. Euh, et ça, on va voir l'impact que ça pourrait avoir sur l'économie mondiale. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est en France, bien sûr. Donc quel impact ça pourrait avoir? Donc la crainte est qu'une population vieillissante associée à un taux de natalité plus faible exerce une pression plus forte sur la finance, notamment au niveau de la retraite. Ok, donc moi je ne fais que interpréter les données démographiques.
La retraite en France, on voit qu'il y a comment ça fonctionne, ok? Les retraités, donc les personnes âgées, ok, se font payer la retraite grâce aux jeunes qui travaillent, ok? Sauf que si il y a un taux de natalité qui baisse, ok, euh, il va y avoir petit à petit plus de personnes à la retraite, de plus en plus de personnes à la retraite et de moins en moins de personnes de jeunes sur le marché du travail. Donc qu'est-ce que ça va faire? Il va y avoir plus de personnes à payer pour moins de personnes qui produisent de richesse. Donc il va y avoir un problème. Et c'est pour ça que actuellement en France, on repousse un petit peu petit à petit le départ à la retraite pour pour anticiper ce problème-là. Parce que c'est pas une fois qu'on aura le nez dedans, ah bah mince, il y a un problème, tu vois, vaut mieux retarder le départ à la retraite de un an par-ci, un an par-là, plutôt que d'un coup, en claquant des doigts, bon ben les gars, on est dans la mouise, on va retarder le départ à la retraite de 10 ans, ok? Là, la France, elle est en feu, d'accord? Parce que déjà que pour un ou deux ans, pour un an et demi ou 2 ans de départ à la retraite, plus tard, la France manifeste partout, etc. Alors qu'en France, je rappelle, on a quand même un taux euh, de départ à la retraite qui est le plus... Enfin, on est ceux qui partent à la retraite le plus tôt, quasiment, d'Europe. Ok. Donc nos voisins se foutent de nous, hein, clairement, il faut dire les termes. Et donc du coup, cela amènerait un départ à la retraite plus tardif et voire même une suppression du système des retraites. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça a plus marché. Ok. Il va y avoir de moins en moins de natalité et de plus en plus de personnes âgées à qui il va falloir payer la retraite. Donc tu comprends bien que quand on te dit oui, il va falloir partir à la retraite plus tard, etc., ou alors il va falloir supprimer les systèmes de retraite, c'est pas pour le plaisir, d'accord? Personne ne s'est levé un matin en disant oh bah si, partez plus tard à la retraite. Non, ok, c'est pas pour embêter la population, c'est pour en fait régler ce problème démographique qui va arriver dans les dizaines d'années à venir, sauf qu'il faut s'y prendre à l'avance, d'accord? Tout ce qui est démographique, ça prend du temps, mais encore une fois, les mesures, c'est pas en claquant des doigts qu'on va dire aux personnes tu pars 10 ans à la retraite plus tard, ok? Donc tu vois, bah, après la majorité des gens qui sont pas contents, après je comprends, d'accord, mais la majorité des gens qui sont pas contents, qui ici, qui ça, qui vont manifester, ils ont aucune connaissance de tout ça, d'accord, de la démographie, tout ça, d'accord. Alors après encore une fois, bon, moi je suis pas là pour faire de la politique, j'ai des avis positifs et négatifs hein, concernant le départ à la retraite, hein, notamment repousser le départ à la retraite de certains corps de métier très physiques, je trouve que c'est pas là où il y a la priorité, d'accord. Bon après ça c'est un c'est juste un avis personnel et je suis pas là pour faire de la politique. Mais voilà, bon, ceux qui râlent parce qu'ils partent à la retraite plus tard alors qu'ils travaillent toute la journée dans des bureaux, bon, je pense que c'est pas un an de plus ou 2 ans de plus dans les bureaux que ça va changer beaucoup. Par contre, ouais, ceux qui sont sur les chantiers à se casser le dos, là, je comprends un peu leur mécontentement. Bon, moi, pour moi, il y a une part des choses à faire et je pense que ça va être fait, d'accord. Voilà. Après, encore une fois, je suis pas là pour faire de la politique, c'était juste un petit peu mon avis personnel. Mais du coup, voilà, quel impact ça pourrait avoir cette évolution démographique là, pardon, sur le système des retraites en France. Et en plus, bon, la productivité mondiale du coup serait amenée à chuter petit à petit, hein, ce qui aurait un impact significatif sur l'économie mondiale. Donc ça, voilà, ça c'est l'impact mondialement, enfin, qu'il va y avoir de manière mondiale, c'est que ben, si il y a de moins en moins de jeunes, il y a un taux de naissance qui baisse petit à petit dans le monde, mais forcément ça va faire de moins en moins de personnes sur le marché du travail petit à petit. Donc du coup, il va y avoir petit à petit une productivité mondiale qui va baisser. Donc ça va avoir un impact négatif sur le PIB de certains pays. Enfin bref, voilà, c'est la démographie. C'est quelque chose un peu de complexe, d'accord, parce que ça prend du temps à venir, il n'y a pas tout le monde qui a réussi à anticiper ça, tout ça, mais c'est quand même un sujet intéressant que je voulais aborder avec vous. Voilà, il y a 3 slides. C'est bon pour la culture, c'est bon pour, c'est bon pour ce qui est en train de se passer en France avec la retraite, etc. C'est bon à savoir. Et donc du coup on va passer au troisième sujet. Donc on va parler du troisième sujet qui est la débâcle, la chute du marché chinois et qu'est-ce qui va être mis en place pour essayer de redresser ça. Donc les autorités chinoises envisageraient un plan pardon, audacieux pour arrêter la débâcle du marché boursier en cherchant à mobiliser environ 278 milliards de dollars pour le soutenir, principalement à partir des comptes offshore des entreprises publiques. Donc ça veut dire quoi? En gros, ça va être que les autorités chinoises veulent utiliser les liquidités des entreprises publiques, des comptes de comptes d'entreprises publiques, etc., pour acheter leurs propres indices et pour essayer
de ralentir la chute. Ok. Ils veulent mobiliser 278 milliards de dollars pour acheter petit à petit de leur indice pour essayer de le maintenir, d'accord? Parce que si ça baisse trop bas, il peut y avoir des conséquences énormes. Bien sûr, ils vont pas acheter 278 milliards de dollars d'un coup comme ça, ils pourraient pas, de toute façon, il n'y aurait pas assez de liquidité, hein. On retrouve un petit peu le concept de la smart money, création de liquidité, etc. Mais ça va se faire petit à petit, d'accord? Cette décision intervient alors que l'indice de référence donc, que tu vois là, ok, l'indice de référence CSI 300 a chuté cette semaine à son plus bas niveau depuis 5 ans, ok. Euh, les actions chinoises et hongkongaises effaçant au total plus de 6 000 milliards de dollars en valeur marchande depuis leur sommet en 2021. Donc tu vois le sommet, voilà, ici. Et du coup, depuis ce sommet-là, ils ont perdu 6 000 milliards de dollars, ok. Et en fait, 6 000 milliards de dollars, ça équivaut à peu près à la capitalisation boursière totale du Japon. Ok. Donc en fait, en 3 ans, ils ont perdu, enfin en même pas, ouais, 3 ans, c'est ça, un peu plus de 3 ans, ils ont perdu l'équivalent de la capitalisation boursière du Japon depuis leur plus haut. Ok, donc tu comprends bien que c'est assez problématique. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils veulent envisager un plan pour racheter de leur propre indice pour pouvoir maintenir tout ça. Ok. Les achats, donc il y a Marvin Chen, hein, donc c'est un stratège de chez Bloomberg Intelligence, qui a dit que les achats d'État, donc ce qui voudrait faire ici, à eux seuls n'ont historiquement eu qu'un succès limité pour renverser la confiance du marché s'ils ne sont pas suivis de mesures supplémentaires. Donc là, en d'autres termes, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que c'est bien le fait de racheter des actions, leurs propres indices, ça va réussir à maintenir un petit peu l'indice, mais sur le long terme, il faut qu'il y ait d'autres mesures qui soient mises en place, parce que sinon, enfin, le fait que l'indice va se maintenir, si on sait que c'est parce que les autorités ont racheté leur propre indice, c'est pas ça qui va ramener une pleine confiance, d'accord, au marché chinois, d'accord. Euh, donc du coup voilà, c'est quelque chose sur le court terme, on pourrait voir, on va le voir graphiquement après, on pourrait voir une hausse de cet indice-là grâce à cette intervention-là. Mais sur le long terme, il va falloir guetter un petit peu les mesures supplémentaires qui vont être mises en place pour voir si ça va être quelque chose qui va durer dans le temps. Donc du coup, bon, moi, clairement, mon opinion, c'est que le marché chinois, c'est trop gros. C'est une grande puissance quand même, la Chine, c'est trop gros pour devenir bearish et sur le long terme se casser la figure. Pour moi, ça retourne à des plus hauts. Mais voilà, ça va être intéressant de guetter un petit peu les mesures qui vont être mises en place pour voir si sur le long terme ça va tenir ou pas. Si on voit un petit document intéressant, là c'est l'indice chinois avec l'indice des autres pays émergents, des autres marchés émergents en fait, mais on enlève la Chine. Ok. Et on voit que très longtemps les deux prix se sont suivis, donc on pensait que en fait la Chine drivait les marchés, les autres indices des marchés émergents. Donc les indices pour les autres marchés émergents suivent presque parfaitement ceux de la Chine depuis 20 ans, mais le pari est désormais que les autres marchés émergents peuvent prospérer quoi qu'il arrive à Pékin et à Shanghai. Parce qu'on voit qu'ici, depuis les plus hauts en 2020 de l'indice chinois, d'accord, donc on voit une chute, ok, tandis que là on voit que y a un écart qui se crée, ok. Donc les personnes sont en train de se rendre compte qu'en fait c'est pas réellement le marché chinois qui drive tout, d'accord, qui drive les pays émergents, mais que quoi qu'il arrive sur le marché chinois, les autres pays émergents peuvent prospérer. Ok, donc ça peut ouvrir les portes potentiellement à d'autres, à certaines opportunités d'investir dans certains nouveaux marchés, donc les marchés émergents, etc. Maintenant qu'on sait que ils peuvent arriver à prospérer sans, même si la Chine se casse la figure, potentiellement que ça va donner confiance à certains investisseurs pour investir sur les marchés émergents encore plus. Donc ça peut potentiellement donner quelques opportunités. Ok. On va donner l'exemple du marché indien tout à l'heure. Le reste du monde émergent pourrait-il continuer à prospérer si le secteur des entreprises chinoises s'effondre comme le marché semble s'y attendre? Les hypothèses actuelles font preuve d'un grand optimiste à l'égard d'une série de pays qui ont passé 2 décennies à se développer. Par rapport, tu vois, ici on a passé 2 décennies à se développer, d'accord, et là on voit que la Chine se casse la figure et que l'ensemble des indices des marchés émergents continuent à augmenter. Donc ça montre que voilà, ils sont de plus en enfin les investisseurs, les hypothèses sont que les pays émergents, les marchés émergents sont de plus en plus autonomes et ne comptent pas que sur la Chine. Donc là on va voir
l'exemple de l'Inde, ok, et on voit que l'Inde du coup vit un grand moment, ok, donc là c'est un graphique qui compare la capitalisation boursière du marché Hong Kong chinois, voilà, enfin du marché de Hong Kong, et avec le marché, la capitalisation boursière du marché indien, ok? Et l'Inde vit un grand moment, sa capitalisation boursière vient pour la première fois de dépasser la capitalisation boursière de Hong Kong. La valeur combinée des actions cotées sur la bourse indienne a atteint 4 330 milliards de dollars à la clôture, contre 4 290 milliards de dollars pour Hong Kong. Donc on voit que depuis la première fois dans leur histoire, ils dépassent, ok, le marché de Hong Kong, qui lui est en baisse, bon, on l'a dit depuis 2021, depuis 2021, ok. Donc ça montre encore une fois que euh, ça augmente la confiance que pourraient avoir les investisseurs de plus en plus envers les pays émergents comme l'Inde, les marchés émergents comme l'Inde. Et donc du coup ça pourrait être potentiellement une opportunité, hein, d'accord? Si tu vois que graphiquement tu as une belle accumulation dans une belle zone, etc., toi de ton côté investir sur les marchés indiens, ça pourrait être, comme on a de plus en plus confiance et qu'on voit que ça dépend pas que de la Chine, ça pourrait faire exploser les marchés, d'accord? Donc les raisons pour lesquelles cette capitalisation boursière a dépassé celle de Hong Kong, donc la capitalisation indienne, c'est d'une première part une croissance des investisseurs, donc depuis une croissance rapide, d'accord, des investisseurs, donc depuis qu'il y a eu le spread ici, ça a, comme je t'ai dit, renforcé la confiance des investisseurs dans tout ce qui est marché émergent, dont l'Inde, d'accord? Donc il y a une croissance des investisseurs rapide. Il y a des bénéfices des entreprises indiennes qui sont solides. Donc je pourrais faire une vidéo où je t'analyse quelques entreprises indiennes, etc. pour voir les meilleures opportunités pour moi d'investissement. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Il y a une configuration politique stable et il y a une économie qui est basée sur la consommation. Donc tout ça, donc l'économie basée sur la consommation, c'est ce que recherche tout pays, hein, parce que une économie qui est basée sur la consommation des ménages, c'est une économie qui est plus facile à contrôler. D'accord, contrôler la consommation des ménages, c'est super facile. D'accord, il suffit d'augmenter les taux, il suffit de voilà. Demain, un pays peut baisser, enfin peut-être pas voilà du jour au lendemain, mais peut amener une tendance de la consommation des ménages baissière en jouant sur ces taux, d'accord? Donc plus une économie est basée sur la consommation de leurs ménages, mieux c'est. Et c'est le cas de l'Inde. Ok. Donc ces raisons-là font que l'Inde a dépassé la capitalisation boursière de Hong Kong. Et donc du coup c'est très euh, bah, prometteur pour la suite. Et du coup on va passer sur le graphique. Qu'est-ce qu'on voit sur... là on n'est plus sur le marché indien, d'accord? On va passer au marché chinois, d'accord? Parce qu'on a vu que... les autorités chinoises envisageraient un plan pour maintenir et pour soutenir leur indice. Et donc du coup, on peut essayer de trouver une opportunité, d'accord? On peut essayer de trouver une opportunité si on sait qu'il va y avoir une intervention de l'État au niveau de cet indice-là. Ça va être intéressant d'essayer de pouvoir en bénéficier, d'accord? D'essayer de rentrer au plus proche du maintien pour essayer de gagner de l'argent là-dessus. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'on a? On a les autorités chinoises qui ont dit qu'ils aimeraient maintenir, qui allaient intervenir sur leur indice, pile au moment où le prix se trouve dans une zone d'intervention intéressante. Ok, on se situe, donc on a un marché bullish, d'accord, et là on se situe sur le POI initial. Ok, et comme par hasard, hop, et on a une potentielle intervention de l'État. Donc ça, tu vois, ça arrive pas à n'importe quel moment. On arrive pile dans une zone d'intervention, une dizaine. Ok. Et si on zoome dans cette zone d'intervention là, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'on a, un peu comme le cas du SP 500 tout à l'heure, on a à l'inverse cette fois une accumulation. D'accord? Donc là on voit une création de trendline, on vient chercher, ok? On vient liquider, et là potentiellement on a un BOS et on pourrait venir chercher des plus hauts. Ok? Et donc ça, comme par hasard, ça se passe pile au moment où on a un État chinois qui souhaite maintenir l'indice. Ben, on a schématiquement, graphiquement, quelque chose comme ça. Donc tu vois que ça te montre vraiment que tout ce qui est technique, c'est corrélé, c'est lié à la fondamentale. Et les meilleurs financiers, les meilleurs traders, ce sont ceux qui arrivent à lier le mieux la technique et la fondamentale. Et c'est ce que j'essaye, moi, à travers ces vidéos de rendez-vous économique là, de te partager, d'à chaque fois de te parler dans une première partie de la fondamentale, et à chaque fois j'essaie de faire un lien sur les graphiques de ce qu'on pourrait avoir. Ok, comme ça, toi, ça te permet de voir la méthodologie de travail que j'ai, et ça te permet
à force d'entendre des liens entre la technique et la fondamentale, etc., ça va te permettre toi aussi de faire ce travail toi-même. Ok, quand tu vas entendre une donnée économique ou quoi, tu vas te dire, ah mais ça je l'ai déjà vu dans la vidéo, alors bon, je vais aller sur mon graphique et que je vais essayer de faire comme il a fait. Ok, chercher un point d'entrée, chercher un lien entre la fondamentale et la technique. Ok, et moi c'est ce que j'essaie de faire, de te partager dans ces vidéos-là. Donc voilà, j'espère que ces trois petits sujets t'ont plu. N'hésite pas à regarder la vidéo en plusieurs fois si c'est un peu trop long, je comprends. Surtout que voilà, on parle quand même de sujets un peu parfois avec des termes compliqués, etc. J'essaie de le simplifier au maximum, hein, d'accord? Moi, quand je te mets des articles ou quoi, je trie, d'accord? Je choisis ce que je t'affiche à l'écran, mais sache que moi, je lis des dizaines d'articles, hein, tous les jours, toutes les semaines, pour essayer de te simplifier ça au mieux. Alors parfois peut-être que il y a des termes, il y a des termes que j'oublie de te préciser, ou il y a des... En tout cas j'essaie de te simplifier au maximum la chose et que ce soit le plus compréhensible pour toi. Si jamais il y a des incompréhensions, n'hésite pas à poser tes questions, je t'y répondrai avec plaisir. Et puis moi je vais te laisser, je te souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.